Bonjour. Vous commencez une formation en apprentissage. Pour vous aider à vous épanouir le plus rapidement possible, nous allons vous donner ici un certain nombre d'informations concernant le contrat d'apprentissage. Vous verrez sur votre espace individuel que vous pouvez avoir accès à un résumé de ce que nous allons expliquer maintenant. Gardez bien en mémoire l'emplacement de ce résumé et n'hésitez pas à y retourner lorsque vous aurez un doute sur tel ou tel sujet. En effet, nous allons vous donner des informations, un certain nombre d'informations. Nous ferons en sorte d'être le plus clair possible, mais il est absolument certain que vous ne pourrez pas tout mémoriser en même temps. Vous n'allez pas retenir tout ce que nous allons vous dire. Donc, il est à prévoir qu'il sera utile de revenir sur le document de temps en temps. En effet, nous allons passer en revue vos droits, bien sûr, mais aussi vos devoirs, tout au long de votre contrat. Nous vous donnerons également de nombreuses informations en matière de santé et de sécurité. En effet, le contrat d'apprentissage est un contrat en alternance. Ça, vous l'avez bien compris, c'est-à-dire que votre travail va se partager entre l'entreprise qui vous emploie et avec laquelle vous aurez signé le contrat d'apprentissage, et Audreco Formation, où vous allez suivre vos cours. L'apprentissage, de quoi s'agit-il ? D'abord, la formation en apprentissage est destinée aux jeunes de 16 à 30 ans, révolus, ayant satisfait à l'obligation scolaire, c'est-à-dire ayant suivi le système scolaire jusqu'à 16 ans. Exceptionnellement, la formation en apprentissage peut également concerner les jeunes d'au moins 15 ans s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. Un point important, c'est que le contrat d'apprentissage est un contrat à durée déterminée. Vous allez découvrir dans vos cours plus tard qu'il existe des contrats à durée déterminée, c'est-à-dire qui ont une échéance pour 1 mois, 1 an, 2 ans, et des contrats à durée indéterminée, c'est-à-dire que on ne peut pas, c'est un contrat qui n'est pas prévu pour être rompu. Donc dans le cas d'un apprentissage, c'est un contrat à durée déterminée, en principe 2 ans. Ce contrat est signé par vous et par votre employeur, par vous ou par vos parents, ou votre représentant légal, si vous êtes mineur. Vous devenez un salarié de l'entreprise au même titre que les autres salariés de l'entreprise, avec par conséquent les mêmes droits, mais aussi les mêmes obligations. Donc pendant le temps de votre contrat de travail à durée déterminée, vous avez les mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise et les mêmes obligations. Pour information, sachez qu'un contrat de travail, et en tout cas un contrat de travail, comporte un certain nombre de mentions obligatoires. Dans le cadre d'un contrat en alternance, il faut que l'on puisse voir clairement la date de début du contrat, quand commence le contrat, quelle est la durée du contrat, quel est le diplôme préparé. Pas de contrat d'apprentissage si vous ne préparez pas un certificat ou un diplôme reconnu par l'État. Le salaire, les horaires de travail et, point très important, l'adresse de l'organisme de formation. Pas de contrat d'apprentissage sans organisme de formation. Le contrat d'apprentissage fixe les engagements respectifs des 3 partenaires. Il y a donc 3 partenaires dans un contrat d'apprentissage, vous, l'entreprise, et nous, le centre de formation. Voyons d'abord quelles vont être les obligations de l'employeur. L'employeur doit assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète correspondant au métier choisi. Donc dans votre cas, vous préparez un certificat de toiletteur canin. Il appartient à votre entreprise d'assurer une formation complète, une formation professionnelle complète, correspondant à ce que l'on attend d'un titulaire du certificat de toilettage canin.
Il faut donc que l'entreprise vous apporte cette formation. L'entreprise doit désigner un maître d'apprentissage qui est responsable de votre formation dans l'entreprise. L'entreprise doit aussi s'organiser pour que vous puissiez suivre la formation théorique chez nous, en centre de formation d'apprentis. L'entreprise doit absolument vous inscrire à l'examen préparé et elle doit vous verser un salaire correspondant aux minima légaux. Donc, reprenons. L'entreprise doit assurer votre formation professionnelle. Elle doit désigner un maître d'apprentissage responsable de votre formation. Elle doit vous permettre de suivre vos cours théoriques chez nous. Elle doit vous inscrire à l'examen, objet du contrat. Elle doit vous verser un salaire correspondant aux minima légaux. Elle peut vous verser plus, mais elle doit vous verser au moins ça. En effet, les minima légaux, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, nous reverrons ensemble dans de futurs cours ce que signifie cette phrase. Mais d'ores et déjà, retenez que le montant du salaire ne peut être inférieur à certains minima fixés par l'État ou par la convention collective dont relève votre entreprise. Toutes les entreprises sont rattachées à une convention collective et il y a des accords entre le patronat et les salariés qui fixent les minima. Si le minima du salaire minimum est inférieur au salaire fixé par l'État, c'est le salaire fixé par l'État qui l'emporte. Dans le cas contraire, si le minima de la convention collective est supérieur, c'est cette disposition qui l'emporte. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est toujours la solution la plus favorable aux salariés qui l'emporte. Donc le minima est fixé par l'État et éventuellement par la convention collective dont relève l'entreprise. Il peut en effet arriver que les minima d'une convention collective soient supérieurs à ceux fixés par l'État. Nous reviendrons sur cela. Parlons maintenant de vos obligations. Alors, l'apprenti s'engage à respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise. Vous entrez dans une entreprise, cette entreprise a des règles, souvent un règlement intérieur, etc. Vous vous engagez à respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise, les horaires, etc., etc. Vous devez travailler pour l'employeur et effectuer les travaux qu'il vous confie, travaux qui doivent correspondre au métier préparé. Vous devez aussi, ça fait partie de vos devoirs, suivre la formation chez Audreco en respectant le nombre d'heures de formation prévu par le contrat. Votre contrat prévoit de manière précise le nombre d'heures de formation. Eh bien, vous devez suivre cette formation pour qu'à la fin de votre contrat, vous ayez fait toutes vos heures. Point très important, vous devez justifier toute absence ou retard, en entreprise comme en formation. Vous êtes en retard en entreprise, en retard en formation, il faut que vous expliquiez, que vous justifiez votre retard. Par exemple, ce peut être un document attestant que le métro n'a pas fonctionné, ou que sais-je encore. Renseignez à l'issue de chaque période en entreprise les missions que vous avez réalisées et vous devez faire parvenir votre livret d'apprentissage au CFA, c'est-à-dire que vous devez renseigner sur votre livret ce que vous avez fait dans l'entreprise et vous devez faire parvenir ce livret à votre CFA. Vous devez, c'est un point très important, évidemment, respecter le règlement du CFA et le règlement intérieur de l'employeur. Presque toutes les entreprises ont un règlement intérieur. Nous avons un règlement intérieur. Eh bien, ça vous fait 2 règlements intérieurs à respecter très rigoureusement. Et enfin, retenez que c'est une obligation de votre contrat. Vous devez vous présenter à l'examen prévu par le contrat. Donc, retenez bien, ça sont vos devoirs. Respecter le fonctionnement de l'entreprise. Travailler pour l'employeur pendant les heures prévues, suivre votre formation, justifier vos absences et vos retards, renseigner votre livret, respecter le règlement extérieur du CFA, enfin d'Audreco et de l'employeur, et vous présenter à l'examen prévu par le contrat. Notez bien ces obligations
Et si l'une d'elles ne vous paraît pas claire, n'hésitez pas à poser des questions à votre tuteur qui se fera un plaisir de vous expliquer cela plus clairement. Vous allez découvrir que vous pourrez facilement poser des questions à partir de votre espace personnel, soit directement sur le présent cours, soit dans d'autres outils qui vous permettent de dialoguer avec nous, notamment en émettant ce qu'on appelle des tickets. Les obligations de l'organisme. Nous allons donc voir à quoi l'organisme s'engage. Eh bien, l'organisme, lors de la coformation, doit définir les objectifs de la formation, et cela, vous le retrouvez, si cela vous intéresse, sur la plaquette qui décrit la formation, certificat de toiletteur canin par l'apprentissage. Donc, tout est défini dans cette plaquette, il vous suffit d'y retourner. L'organisme doit assurer votre formation, bien entendu, et puis l'organisme vérifie que votre inscription à l'examen est effective. Parlons maintenant de vos droits. Eh bien, vous allez suivre une formation générale, théorique et pratique, en vue d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un titre reconnu, le certificat de toiletteur canin. Parlons maintenant de votre rémunération. Votre rémunération varie en fonction de votre âge. Le salaire minimum que vous percevez est proportionnel au SMIC et dépend donc de votre âge. Pour en savoir plus, consultez la page internet dont vous trouverez les références sur le document joint au présent cours. Donc vous trouverez dans le document PDF la référence pour aller voir votre rémunération. Pourquoi est-ce qu'on ne vous la donne pas ici ? Eh bien parce que cela peut changer en fonction des évolutions du contrat d'apprentissage. Donc pour que vous soyez vraiment une information toujours juste, le plus simple c'est d'aller la chercher à la source. Eh bien nous renvoyons sur le service public et donc l'information que vous allez trouver là est très actuelle et très juste. Parlons maintenant de votre temps de travail. Votre temps de travail est tout simplement identique à celui des autres salariés et comme vous le savez, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine. Les entreprises ont le droit de faire des heures supplémentaires, mais vous devez donc au moins respecter la durée légale qui est de 35 heures par semaine. Un point important à retenir, c'est que le temps de formation est du travail effectif et compte dans l'horaire de travail. C'est-à-dire que au total, vous devez faire 35 heures de travail, que ce soit en formation ou que ce soit... Enfin, on fait le total des heures de formation et des heures en entreprise pour arriver à 35 heures. Voyons maintenant certaines conditions particulières de votre formation. Donc, on répète encore une fois, le temps de formation et du temps de travail effectif. Votre formation, certaines conditions particulières, retenez qu'aucune contrepartie financière ne peut vous être demandée lors de la conclusion, du dépôt ou de la rupture du contrat d'apprentissage. La formation est prise en charge, vous n'avez pas à payer quoi que ce soit. Voyons maintenant la date d'entrée en formation. Vous devez entrer en formation dans les 3 mois qui suivent le début du contrat d'apprentissage. Vous n'êtes pas obligé de rentrer en formation immédiatement, mais dans les 3 mois, vous devez être entré en formation les 3 mois après le début du contrat d'apprentissage. Retenez aussi que vous avez droit à ce qu'on appelle une carte nationale des métiers. Et cette carte nationale des métiers vous permet de bénéficier de certains tarifs réduits dans certains endroits publics. Vous adressez à votre tuteur pour avoir cette carte nationale des métiers si vous le souhaitez. Durée. La durée du contrat d'apprentissage peut être égale ou inférieure à celle du cycle de formation. Elle peut être également supérieure. Elle peut être supérieure pour tenir compte du niveau de compétence de celle acquise par l'apprenti lors de certaines activités. Par exemple, si vous faites votre service civique pendant votre contrat d'apprentissage, eh bien, la durée du contrat peut être un peu plus longue.
La durée de formation est fixée par une convention entre Audreco, l'employeur, et vous. Comme je vous l'ai déjà dit, le temps passé en entreprise est du temps de formation. Vous noterez que ce temps est plus court, le temps de formation est plus court que celui des formations des lycées professionnels technologiques, mais tout simplement parce que le temps passé en entreprise est du temps de formation. Retenez aussi que si vous êtes handicapé, si vous êtes travailleur handicapé, la durée maximale du contrat peut être portée à 4 ans. Donc ne pas hésiter à signaler si vous avez un handicap. Vous avez beaucoup plus de temps que les autres et la durée du contrat peut être portée à 4 ans. Quel que soit le handicap. Donc si vous avez un handicap, n'hésitez pas à en faire part à votre tuteur et au référent handicap de l'entreprise et nous étudierons avec vous dans quelle mesure il faut adapter la durée du contrat. Retenez bien cela, Audreco Formation a un référent handicap qui est plus spécialement chargé de s'occuper des travailleurs handicapés. Autre point important, prévu par la loi, la formation doit avoir une durée minimale correspondant à 25% de la durée totale du contrat. Ça veut dire que le quart de votre temps de travail doit se passer obligatoirement en formation. Le quart de vos 2 années ou de vos 2 années d'apprentissage doit se passer en formation. Votre formation se passera beaucoup à distance et elle pourrait être complètement à distance. La loi le permet et Audreco est équipé pour cela. Cependant, dans le cadre de la préparation au certificat de toiletteur canin, il y a une obligation de regroupement, c'est-à-dire des regroupements au centre de formation, dans notre atelier. Les semaines de regroupement sont obligatoires, il y en a 3 semaines par année. Au cours de ces regroupements, vous reverrez des notions de toilettage et d'autres notions vous préparant à l'examen. Donc les semaines de regroupement ont un caractère absolument obligatoire. Parlons maintenant de votre maître d'apprentissage. Vous avez compris que vous aurez en entreprise un responsable de votre formation, le maître d'apprentissage. C'est lui qui est directement responsable de votre formation en entreprise. Il assume donc la fonction de tuteur en entreprise. Il vous accompagne dans votre travail en entreprise en vue de l'obtention de titres préparés. C'est un personnage très important pour vous parce qu'il remplira beaucoup de documents qui seront utilisés pour valider votre formation et vous permettre d'obtenir l'examen. Le maître d'apprentissage est soit un salarié d'entreprise, ou encore l'employeur, ou encore son conjoint collaborateur. L'employeur peut être votre maître d'apprentissage, ou son conjoint collaborateur aussi, ou alors c'est un salarié de l'entreprise. En cas de réussite à l'examen, la formation donne lieu à la délivrance du certificat de toiletteur canin. En cas d'échec à l'examen, la formation et l'apprentissage peuvent être prolongés d'1 an au maximum. Vous ratez l'examen, vous pouvez prolonger d'1 an au maximum, sauf dans le cas, comme nous l'avons dit tout à l'heure, des handicapés. Parlons maintenant des congés. Vous avez droit aux congés légaux. Vous êtes un salarié, comme tous les autres salariés de l'entreprise, vous avez droit aux congés légaux qui sont, comme vous le savez sans doute, 5 semaines de congés payés par an. Si vous avez moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédant votre contrat, vous pouvez demander des congés supplémentaires, jusqu'à 30 jours ouvrables par an. Mais bien entendu, ces congés supplémentaires que vous pouvez demander ne seront pas payés. Vous savez qu'il existe aussi des congés de maternité et de paternité. Eh bien, comme tous les autres salariés, en tant qu'apprenti, vous pouvez bénéficier des congés maternité et paternité selon les règles en vigueur. Vous avez droit aux mêmes congés que les autres salariés, c'est-à-dire en cas, vous savez qu'il y a des jours de congés spéciaux quand il y a mariage ou signature d'un Pacs, quand il y a décès d'un membre de la famille, ou bien lorsque vous participez aux journées d'appel de préparation à la défense.
Ces absences n'entraînent pas de perte de salaire. Enfin, un congé très particulier, propre à l'apprentissage, pour la préparation aux épreuves de l'examen, vous avez droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables dans le mois qui précède les épreuves de l'examen. Donc ces jours s'ajoutent aux congés payés et sont donc rémunérés. Vous pouvez demander dans le mois qui précède l'examen 5 jours de congés. Ces congés seront payés et vous permettront d'être mieux prêt pour l'examen. Votre suivi médical. Sachez qu'au moment de l'embauche, vous bénéficiez d'une visite d'information et de prévention dans le cadre de votre embauche. Vous êtes embauché, vous serez convoqué à la médecine du travail de l'entreprise qui vous donnera des informations pour votre santé et qui s'assurera que votre embauche ne pose pas de problème pour votre santé. Cette visite doit avoir lieu dans les 2 mois qui ont suivi l'embauche. Ça, c'est si vous êtes majeur. Parce que si vous êtes mineur, eh bien, l'examen doit précéder l'embauche. Les mineurs doivent passer à l'inspection, à la médecine du travail avant l'embauche. Et puis ensuite, vous aurez des visites périodiques, ainsi qu'une visite après la reprise, quand vous reprenez le travail, après un arrêt de travail. Vous avez un arrêt de travail, eh bien, vous devez retourner voir la médecine du travail qui s'assure que vous êtes guéri. En effet, toutes ces visites se font obligatoirement auprès de l'organisme de médecine du travail dont dépend votre entreprise. Abordons maintenant la question des droits sociaux. Eh bien, comme toujours et comme nous vous l'avons dit, vous bénéficiez des mêmes droits que les salariés de l'entreprise dès lors que vous en respectez les conditions. Par exemple, si une prime conventionnelle est versée aux salariés, sans condition d'ancienneté, eh bien, vous aurez cette prime. Qu'est-ce qu'une prime conventionnelle? C'est lorsque elle est versée à tous les salariés de l'entreprise. Alors, si elle est versée à tous les salariés de l'entreprise sans condition d'ancienneté, eh bien, cette prime vous sera due comme à tout le monde. Il y a, vous le savez, dans les entreprises des élections professionnelles. Les élections professionnelles, eh bien, si vous remplissez les conditions d'électorat et d'éligibilité, vous êtes, vous aussi, concerné par les élections professionnelles. Qu'est-ce que les élections professionnelles? Eh bien, elles permettent d'élire des représentants des salariés dans les entreprises. Par exemple, il peut s'agir de désigner les représentants des entreprises dans les entreprises de 11 salariés et plus. Et dans les entreprises qui ont 50 salariés et plus, il y a un comité d'entreprise. Les personnes qui participent au comité d'entreprise sont élues. Ainsi que pour des élections professionnelles, pour que des élections professionnelles aient lieu dans des entreprises, il faut donc un seuil d'au moins 11 salariés et que ce seuil ait été atteint pendant les 12 mois consécutifs au cours des 3 dernières années. Ça, c'est de la cuisine, ne retenez pas cela. Par contre, ce que vous devez retenir, c'est que vous pouvez à la fois voter et vous pouvez même être en candidat pour représenter les salariés. Bon, vous pouvez être candidat, généralement, vous ne serez pas élu, parce que les gens préféreront confier cette mission à des salariés plus expérimentés. Mais sachez que théoriquement, vous y avez droit. Alors, traduction de ce que nous venons de dire, si votre entreprise compte plus de 10 salariés, vous pouvez noter pour désigner les représentants du personnel et vous pouvez être candidat. Les entreprises de moins de 10 salariés ne sont donc pas concernées. Et moins de 10 salariés, ce sera certainement le cas de l'entreprise au sein de laquelle vous poursuivez votre contrat d'apprentissage. Vous ne serez donc certainement pas concerné par ce genre d'élection, mais pour autant, vous devez savoir que cela existe dans d'autres entreprises. Maintenant, parlons de vos droits au sein de l'organisme de formation. Vous avez aussi des droits au sein de votre organisme de formation. Par exemple, les organismes de formation doivent organiser des élections afin que soient désignés des représentants des stagiaires. Les représentants des stagiaires qui ont une mission, celle de défendre les points de vue des stagiaires auprès de la direction d'Odreco. Eh bien, là aussi, vous pouvez demander
Enfin, vous pouvez voter pour désigner le représentant et vous pouvez aussi être candidat. Vous avez d'ailleurs d'autres possibilités de participer à ce qu'on appelle la vie sociale d'Odreco, en acceptant, par exemple, de devenir membre de notre conseil de perfectionnement. Nous avons un conseil de perfectionnement qui rassemble des professeurs, des spécialistes, des employeurs. Et ce conseil de perfectionnement voit si notre système de formation est efficace, s'il n'y a pas des progrès à apporter ici ou là, etc. etc. Et bien, il y a des stagiaires qui participent au conseil de perfectionnement et vous pouvez d'abord voter pour les choisir, ces représentants. Et puis vous pouvez être candidat. Si vous êtes candidat, parlez-en à votre tuteur qui fera part de votre candidature. Parlons maintenant de la fin, de la suspension ou de la prolongation du contrat. Alors, retenez quelque chose d'important. Pendant les 45 premiers jours du contrat, le contrat peut être rompu. Il suffit d'un écrit de votre employeur ou de vous-même. Votre employeur peut rompre le contrat, sans préciser d'ailleurs pourquoi, et vous pouvez vous aussi rompre le contrat comme vous le voulez. Par contre, après ces 45 jours, le contrat ne peut plus être rompu, que ce soit par vous ou par l'employeur. Enfin, il ne peut plus être rompu, il peut l'être, mais ça vous oblige, ou vous ou l'employeur, à respecter une procédure que nous allons essayer de décrire. Donc 45 jours, chacun des deux peut rompre. Après 45 jours, vous êtes lié et l'employeur est lié aussi. Alors, il y a un cas, c'est le cas de l'échec à l'examen. Votre contrat peut être prolongé, nous l'avons dit, d'1 an au maximum pour permettre un doublement. Vous avez raté votre examen et après un échec entre l'employeur, un accord entre l'employeur, vous et Odreco, vous pouvez prolonger en principe d'1 année votre contrat. Voyons maintenant le cas de l'embauche par l'employeur après la fin du contrat. Il arrive, et c'est très souhaitable, que l'entreprise vous conserve à l'issue du contrat d'apprentissage. Elle va donc en ce cas signer avec vous un contrat à durée déterminée, ou à durée déterminée d'ailleurs, ou même un contrat de travail temporaire. Certaines entreprises sont contentes de garder leurs salariés et leur proposent un CDD, ou un CDI, ou un contrat de travail temporaire, un certain nombre d'heures par semaine par exemple. Eh bien, dans ce cas, l'entreprise ne pourra pas vous imposer de période d'essai. La période d'essai est considérée comme ayant été largement accomplie pendant l'apprentissage, donc vous n'aurez pas de période d'essai. D'autre part, vous aurez une certaine ancienneté dans l'entreprise, donc la durée de l'apprentissage sera prise en compte pour le calcul de votre rémunération. De même, la durée de l'apprentissage est prise en compte pour vos droits liés à l'ancienneté. Si, à l'issue de votre contrat, l'employeur doit vous remettre un certain nombre de documents. Quand vous terminez votre contrat, l'employeur doit vous remettre certains documents. Il doit vous remettre un certificat de travail, une attestation à l'intention de Pôle emploi pour que vous puissiez vous inscrire à Pôle emploi, et ce qu'on appelle un solde de tout compte, c'est-à-dire un document qui résume tout ce qui vous est dû et qui va vous être versé. Parlons maintenant de votre couverture sociale. Et commençons par les accidents du travail. Retenez que vous êtes couvert pour les maladies professionnelles et accidents du travail, que l'accident survienne à Odreco, en entreprise ou à l'occasion de vos différents trajets. Donc vous êtes couvert pour les maladies professionnelles et pour les accidents du travail, que ça se passe chez Odreco, en entreprise ou pendant vos déplacements. Si vous n'avez jamais travaillé avant votre entrée en entreprise, votre entrée en apprentissage, vous devez remplir le formulaire déclaration de situation qui est téléchargeable sur le site ameli.fr, ameli.fr. Vous retrouverez ce nom dans le document qui est joint au présent cours.
Vous adresserez ce formulaire à votre caisse d'assurance maladie, accompagné des documents qui sont exigés, c'est-à-dire le contrat de travail et la justification de votre état civil. Mais si vous avez déjà travaillé, eh bien, vous n'avez tout simplement rien à faire auprès de votre caisse d'assurance maladie. Les choses s'enclencheront très naturellement. Ce qui est à retenir aussi, c'est que, à l'issue de votre contrat d'apprentissage, vous bénéficiez du maintien de votre protection pendant 1 an. La protection sociale que vous avez acquise pendant votre contrat d'apprentissage, vous la gardez pendant 1 année entière, ce qui est quand même important. Parlons de votre couverture sociale. Les allocations familiales, eh bien, vos parents pourront éventuellement continuer de percevoir les allocations familiales jusqu'à vos 20 ans, et à condition que votre rémunération ne dépasse pas 55% du SMIC. Donc tant que vous ne gagnez pas plus que 55% du SMIC et que vous n'avez pas 20 ans, vos parents continuent de percevoir les allocations familiales. De même, si vous avez un logement et que vous payez un loyer, vous pouvez bénéficier de l'allocation logement. Au terme de votre contrat, vous bénéficiez du régime des assurances chômage. Il vous suffira pour cela de vous adresser au service Pôle emploi le plus proche de votre lieu d'habitation. Point important maintenant, revenons sur la rupture d'un contrat d'apprentissage. D'abord, la rupture pendant la période probatoire. Un contrat de travail peut prévoir une période d'essai. Au cours de la période d'essai d'un contrat de travail, le contrat peut être rompu à tout moment par l'une des deux parties, l'employeur ou le salarié. Il n'y a pas besoin de préavis et il n'y a pas de cause, de raison à donner. Et par contre, ni l'un ni l'autre ne peuvent prétendre à une indemnisation. C'est-à-dire que l'employeur qui interrompt un contrat de travail pendant la période d'essai ne doit rien à son salarié comme indemnisation, et le salarié ne peut pas demander d'indemnisation non plus. C'est un peu différent dans le cas de l'apprentissage. Dans le cas de l'apprentissage, il y a également une période d'essai, mais la première différence, c'est qu'on ne parle pas de période d'essai, on parle de période probatoire. Donc, période probatoire. Ensuite, la période probatoire est obligatoire. Il y a des contrats de CDD et des CDI qui sont faits sans période d'essai, parce que l'employeur et le salarié se connaissent, et ils ne font pas de période d'essai. En revanche, en apprentissage, vous êtes obligé de passer par une période probatoire. Et l'autre différence aussi, c'est que généralement, la durée d'une période, ça dépend des conventions collectives, mais généralement la durée d'une période d'essai, c'est 30 jours. Dans le cas de l'apprentissage, c'est 45 jours ouvrables. Et si pendant ces 45 jours, il y a eu des jours de formation, ils ne sont pas comptés. Donc la période probatoire, c'est 45 jours ouvrables, les éventuels jours de formation n'étant pas comptés. Donc rupture après la période probatoire. Après la période probatoire, tout change. La rupture donne lieu à une procédure. Nous allons voir que la rupture peut être le résultat d'un accord entre l'employeur et l'apprenti. Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, ce dernier doit obligatoirement saisir le conseil du prud'homme, expliquer pourquoi il souhaite rompre le contrat, et c'est le conseil des prud'hommes qui rendra un jugement. Donc en somme, l'employeur devra démontrer au conseil des prud'hommes une faute grave que vous aurez commise ou une incapacité à tenir votre poste. En clair, une mésentente avec un apprenti ne peut pas permettre de justifier une rupture du contrat de travail. L'employeur ne peut pas décider par lui-même de la qualification faute grave ou incapacité, c'est le conseil des prud'hommes qui décide. C'est assez différent d'un contrat de travail ordinaire où l'employeur décide de ce qu'il veut et ensuite le salarié peut demander à passer devant le conseil des prud'hommes parce qu'il conteste son licenciement. Mais dans le cas d'un contrat d'apprentissage, il faut d'abord passer par le conseil des prud'hommes. La rupture peut être aussi à votre initiative.
C'est vous qui avez envie de rompre votre contrat de travail. Eh bien, vous pouvez démissionner. Mais ce n'est pas aussi simple. Pour faire valoir votre droit à la démission, il faut d'abord que vous contactiez le médiateur de l'apprentissage désigné par la chambre consulaire dont vous dépendez. Chaque entreprise dépend d'une chambre consulaire, et dans cette chambre consulaire, il y a une personne qui est désignée comme étant le médiateur de l'apprentissage. Vous devez donc commencer par contacter le médiateur de l'apprentissage et lui expliquer pourquoi vous voulez rompre votre contrat. Et ensuite, vous devez informer votre employeur dans les 5 jours suivants par lettre recommandée avec accusé de réception. Donc la procédure, c'est que vous devez contacter le médiateur de l'apprentissage et ensuite informer l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. La rupture du contrat intervient dans un délai d'au moins 7 jours à compter de la notification par l'apprenti. C'est-à-dire que vous écrivez à votre employeur dans les 5 jours qui suivent le fait d'avoir sollicité le médiateur, et après, et vous devez, s'il y a rupture, accepter, attendre encore 7 jours. Comment contacter le médiateur de l'apprentissage ? C'est très simple, il vous suffit de suivre le lien qui apparaît sous vos yeux, et en suivant ce lien, vous avez un formulaire à remplir. Ne recopiez pas ça, vous allez vous faire des erreurs. Vous avez ça dans le document qui est joint au présent cours. Mais sachez qu'il suffit tout simplement de faire sur Internet de rechercher sur Internet ce lien, et après vous êtes guidé, on vous dit tout ce que vous avez à faire. Parlons maintenant de ce qu'on appelle la suspension du contrat de travail. Dans certains cas, c'est l'administration qui suspend le contrat de travail. Alors quand est-ce que cela arrive ? Eh bien, lorsque la direction départementale en charge de l'emploi, du travail et des solidarités peut, après une enquête de l'inspecteur du travail, suspendre un contrat d'apprentissage. Bon, cela arrive extrêmement rarement, et je ne pense pas que cela vous arrivera, mais ça peut être par exemple parce que on met en danger vous êtes mis en danger, par exemple parce qu'il y a non-conformité des installations, par exemple des installations électriques. Lorsqu'il y a discrimination, évidemment lorsqu'il y a harcèlement moral ou harcèlement sexuel. Dans ce cas-là, c'est l'administration qui peut se charger, après enquête d'inspecteur du travail, de rompre le contrat, de suspendre le contrat. Pourquoi est-ce qu'il est seulement suspendu ? Eh bien parce que votre situation pendant la suspension est particulière. Vous continuerez de recevoir votre rémunération et de pouvoir suivre la formation chez Audreco. Donc pendant la suspension par l'administration, eh bien, vous continuez à être payé et vous continuez à pouvoir suivre votre formation, donc le contrat d'apprentissage peut continuer. Après, cela dépend, l'administration peut changer d'avis parce que l'employeur aura mis en conformité ses installations, ou alors on peut peut-être trouver une autre entreprise pour terminer votre formation. Maintenant, parlons des règles en matière de santé et sécurité en milieu professionnel. Règles en matière de santé et sécurité en milieu professionnel. Et parlons pour commencer des droits et devoirs de l'employeur. Les droits et les devoirs de l'employeur. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses travailleurs. La santé physique et la santé mentale. Par exemple, s'il y a trop de bruit, eh bien, l'employeur doit faire en sorte que ce bruit soit réduit pour ne pas atteindre la santé mentale des travailleurs. L'employeur doit en outre adapter ces mesures pour tenir compte des changements. Il peut y avoir des changements qui interviennent dans l'entreprise. Dans ces cas-là, il faut parfois adapter les mesures. L'employeur informe lors de l'embauche et chaque fois qu'il est nécessaire les salariés sur les risques pour leur santé et leur sécurité rencontrés lors de l'exercice de manière professionnelle. Ça doit être bien expliqué, ça doit être expliqué de telle sorte que chacun puisse comprendre.
Bon, dans les entreprises où vous travaillez, il n'y a pas vraiment de risque en dehors de celui d'être mordu par un chien ou griffé par un chat, mais normalement, il n'y a pas de risque professionnel. Cette disposition s'applique surtout dans les entreprises où il y a des risques plus sérieux. Donc l'employeur doit bien informer son salarié avant le début du contrat des risques pour la santé et la sécurité. De votre côté, vous avez vous aussi des droits et des devoirs. Chaque travailleur doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité. Et il doit aussi prendre soin de celle des autres, des personnes concernées par ses actes ou missions au travail. Donc vous devez faire attention à votre santé et votre sécurité, et vous devez aussi faire attention à la santé et à la sécurité des autres personnes concernées par les actes ou missions au travail. Quels sont les interlocuteurs santé et sécurité au travail? Eh bien, on distingue les interlocuteurs internes à l'entreprise et les interlocuteurs externes à l'entreprise. Si l'entreprise compte au moins 11 salariés, nous l'avons vu, elle doit avoir un comité social et économique qui a des attributions en matière de santé, de sécurité, de conditions de travail. Également, en fonction de la taille de l'entreprise, il peut y avoir un responsable sécurité dont le rôle est d'assister et d'aider l'employeur à la mise en place d'une politique de prévention des risques professionnels. Ensuite, vous avez des interlocuteurs externes à l'entreprise. Eh bien, les interlocuteurs externes à l'entreprise, eh bien, il y a la visite d'embauche, dont on a déjà parlé, et puis des visites régulières qui permettent de maintenir l'aptitude des salariés à leur poste de travail. Donc, la médecine du travail. Et puis, il y a un rôle de l'inspection du travail. L'inspection du travail informe, conseille et contrôle l'application des règles du droit du travail au sein des entreprises. Avant d'aller plus loin, ou plus exactement avant de conclure, nous allons parler des principales atteintes à la santé en milieu professionnel. Quels sont les principaux accidents auxquels il faut penser? Bon, le premier, évidemment, c'est l'accident de trajet. Ils peuvent se produire lors des trajets entre le lieu de travail et le domicile, ainsi que tout endroit où le salarié prend ses repas. Donc, sont donc des trajets professionnels, les trajets entre le domicile et le lieu de travail, ou le lieu de travail est l'endroit où vous prenez vos repas. Quel domicile? Eh bien, le domicile peut être la résidence principale ou une résidence secondaire, ou un lieu fréquenté de manière habituelle pour des motifs familiaux. Quel itinéraire? Eh bien, l'itinéraire doit être le plus direct possible, mais il n'interdit pas de brefs arrêts pour faire face aux nécessités de la vie courante. Par exemple, participer à du covoiturage ou encore déposer des enfants à l'école. Voilà ce que sont les accidents de trajet. Parlons maintenant des accidents du travail. Tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est un accident du travail. Tout accident qui se situe pendant le temps de travail est un accident du travail, que ce soit à l'occasion du travail ou par le fait du travail. Parlons maintenant de ce qu'on appelle les maladies professionnelles. Une maladie est professionnelle si elle est la conséquence de l'exposition habituelle d'un travailleur à un risque physique, chimique ou biologique, ou s'il résulte des conditions dans lesquelles a été exercée l'activité professionnelle. Donc il faut que la maladie soit la conséquence de l'exercice professionnel. Revenons maintenant sur les principaux risques identifiés dans une entreprise. Eh bien, il y a ce qu'on appelle le risque incendie. Donc l'entreprise doit être équipée du matériel nécessaire à maîtriser un début d'incendie. Et elle doit avoir formé son personnel à une utilisation rationnelle de ce matériel, de telle sorte que l'incendie soit maîtrisé avant qu'il ne soit grave. Donc le premier des risques, c'est le risque incendie. Le second, c'est ce qu'on appelle le risque électrique. Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des personnes compétentes et formées. Le travail en hauteur. Se souvenir qu'il est normalement interdit d'utiliser des échelles, des escabeaux, des marchepieds sur son poste de travail.
sauf s'il est impossible d'avoir recours à un autre équipement, par exemple un chariot élévateur, ou s'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. Donc vous ne devez pas utiliser échelle, escabeau ou autre marchepied, sauf si c'est exceptionnel, si ça n'arrive que occasionnellement et pour une courte durée. Il va de soi que vous n'avez pas le droit d'utiliser des engins mobiles tels que les chariots élévateurs, etc. Ça, c'est réservé aux salariés ayant reçu une formation spécifique et une autorisation. Enfin, il y a des risques liés à la manutention. Le fait de porter des charges. De toute façon, vous serez amené dans votre travail et votre exercice professionnel à porter, ne serait-ce que des chiens, ou aussi à porter des arrivages de marchandises. Les salariés dont l'activité comporte des manutentions doivent avoir reçu une formation sur les risques qu'ils encourent et une formation en prévention des risques liés à l'activité. Vous verrez que vous aurez dans vos cours de nombreuses explications pour vous expliquer comment porter des charges sans vous faire mal au dos, sans vous blesser. Et en entreprise, on doit aussi surveiller ça. Donc c'est important que vous ayez une formation à porter des choses sans risquer de vous faire mal. Cette formation doit comprendre une préparation aux gestes et postures les mieux adaptés. Les gestes, c'est je porte. La posture, c'est quelle est la posture, quelle est la position que prend mon corps au moment de porter quelque chose. Voilà qui conclut notre cours sur vos droits et vos devoirs, les règles en matière de santé et de sécurité. Lisez, parcourez le document qui est joint au cours. Rappelez-vous qu'il existe et n'hésitez pas à y retourner chaque fois que vous avez une question qui vous inquiète. Encore une fois d'ailleurs, vous pouvez en parler à votre maître d'apprentissage, mais aussi à votre tuteur chez Audreco. Vous avez deux interlocuteurs, votre tuteur chez nous, naturellement vos formateurs entre les tâches qui sont très importants, et votre tuteur en entreprise. J'espère avoir répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.